Raquel Garrido, bonjour. Bonjour Alex Bouillaguet. On commence par cette attaque en plein cœur de Bruxelles. 2 Suédois tués. Le tireur traqué par la police a revendiqué son acte sur une vidéo dans laquelle il parle arabe. Il fait référence à l'État islamique. Quel est votre sentiment par rapport à cette actualité dramatique ? D'abord, je voudrais adresser vraiment mes sentiments de solidarité la plus totale avec les Belges, avec les Suédois. Constater comme tout le monde que la menace est sérieuse, que nous-mêmes, nous venons d'être attaqués au lycée Gambetta avec l'assassinat du professeur Dominique Bernard. Et c'est un moment qui nous oblige tous. Hier, j'ai eu la possibilité de participer au moment d'hommage à Dominique Bernard dans un grand lycée de Seine-Saint-Denis, le lycée de la Croix à Drancy. C'est une grande cité scolaire. Et j'étais donc pendant plus d'1 heure avec une classe de bac pro. Et nous avons fait à la fois la minute de silence, à la fois rendu hommage, et puis un cheminement pour réfléchir au rôle de l'école dans notre société, à l'importance de l'école, à l'importance d'avoir confiance dans notre avenir, dans notre jeunesse et de la construire sérieusement. Et il y a eu, il y a 3 ans, Samuel Paty. Aujourd'hui, c'est Dominique Bernard. Cette histoire qui bégait, elle nourrit vraiment un sentiment d'impuissance des pouvoirs publics. Ça nourrit aussi l'extrême droite. Quelle réponse doit apporter le gouvernement ? Il ne faut pas accepter cette idée d'impuissance. Elle n'est pas réelle. Ce que font les êtres humains peuvent le défaire, l'empêcher, le prévenir, le punir. Et donc, il faut prendre au sérieux la question du crime, la question du terrorisme islamiste. Parfois, c'est vrai que les hommes politiques... Est-ce que ça veut dire que, par exemple, le terroriste d'Arras, il ne pouvait pas être expulsé parce qu'il était arrivé en France avant l'âge de 13 ans? Est-ce qu'il faut changer la loi? C'est ce que veut faire Gérald Darmanin. Alors ça, c'est typiquement une réponse qui, à mon sens, n'est pas sérieuse. Le CESEDA, qui est le code de l'entrée et séjour des étrangers dans notre pays et du droit d'asile, prévoit à l'article 631-1 et suivant les modalités qui permettent d'expulser les étrangers. Alors, l'article 631-1 est dit en gros en cas de menace à l'ordre public. Et puis après, l'article -2, il va dire faut que ce soit un peu plus grave. Et puis l'article 631-3, il dit carrément là, c'est menace aux intérêts fondamentaux de l'État, terroriste. Donc c'était possible. En fait, le cadre actuel permettait d'expulser l'assaillant. Et je suis pas contente du fait que le ministre de l'Intérieur le nie ou semble expliquer que, en fait... Non, le cadre actuel, il n'était pas suffisant. Je vous invite à aller Parce qu'il n'avait pas justement été une menace jusqu'à ses 18 ans. Donc, le père pouvait être expulsé, mais pas lui. Hein. Alors, vous êtes sûre de ça, qu'il n'était pas une menace jusqu'à ses 18 ans ? Vous êtes sûre de ça, Madame Alex Bouillaguet ? Il y a eu une garde à vue, mais il était déjà majeur. Alors, les professeurs du lycée Gambetta, les professeurs même qui ont eu cet élève-là au collège, ont fait des signalements. Il a été effectivement fiché S à ce moment-là. Et à telle enseigne que nos services de renseignement considèrent opportun de le ficher. D'abord, le fichier S, mais peut-être encore d'autres, puisque même dans les jours antérieurs, vous voyez bien que nos services étaient aux aguets. Donc, c'est pas un problème d'identification du risque. Le risque était identifié. Donc, vous dites en l'occurrence que la loi immigration que prépare aujourd'hui Gérald Darmanin, elle n'aurait rien changé pour cette famille ? Absolument. Les outils sont déjà là. Absolument. Et d'ailleurs, cette loi immigration, c'est important de le souligner, n'est pas une loi de lutte contre le terrorisme. C'est une loi pour alimenter une conversation sur l'immigration. Et je trouve ça pas correct. Oui, mais il se trouve que en général, le terroriste d'Arras est arrivé en France de Russie à l'âge de 6 ans. La famille est arrivée. Oui. Donc c'est en lien avec l'immigration. Alors justement, allons jusqu'au bout de ça. C'est-à-dire, vous voyez bien que le problème, c'est pas d'embarquer tous les immigrés et leur mettre dessus un label dangereux. Ce qui est important, que ce soit pour les étrangers ou les Français, c'est d'identifier les personnes qui précisément sont dangereuses. Et donc le fait de noyer le poisson, pardonnez-moi, mais le fait de noyer le poisson, c'est-à-dire de prendre un criminel, et plutôt que de traiter le crime, dire regardez, il est étranger, regardez, il est musulman, et donc prendre la focale large en disant du coup le problème c'est tous les immigrés ou tous les musulmans, en fait ça rate totalement la cible du point de vue de la lutte contre le terrorisme. Qui n'a pas pu être expulsée en 2018, vous dites... C'est pas qu'elle n'a pas pu.
ça n'est pas vrai. Il y avait les outils juridiques pour le faire. Il y a eu la procédure, sauf qu'il y a eu effectivement des associations, notamment de gauche, qui ont, à un moment, fait que le ministère de l'Intérieur a reculé. Madame Bouyaguet, mais est-ce qu'elle aurait dû être expulsée? Madame Bouyaguet, d'abord, vous ne pouvez pas reprocher aux associations qui militent pour le principe d'hospitalité, qui est un principe qui existe dans absolument toutes les sociétés du monde, de le faire. Mais est-ce qu'au vu du CV de cette famille, elle aurait dû être expulsée? Mais alors, pas d'abord. Peut-être pas non plus, on va arrêter de parler de famille. Il y a là-dedans des femmes, notamment une femme battue. Donc peut-être qu'il faut aussi... Mais il y a un frère je suis attachée à l'apologie du terrorisme. Donc il faut de la responsabilité individuelle, personnelle. Je ne supporte pas l'idée de diluer la responsabilité des criminels dans une famille, dans une ascendance, dans une provenance. Est-ce que c'était légitime de l'expulser? Mais oui, Madame Bouyaguet, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et les outils juridiques existaient. Et ça n'est pas correct de la part du gouvernement d'expliquer qu'en fait, c'est parce qu'il y a un sous-dimensionnement des lois qui, dans ce pays, permettent les expulsions. Désormais, vous n'avez plus de mots assez durs contre Jean-Luc Mélenchon. Vous avez dit qu'il ne fait que nuire depuis 10 mois. Est-ce que pour vous, au sein des Insoumis, il y a un problème Mélenchon? Madame Bouyaguet, je sais que la lutte est rude pour le pouvoir. Nous sommes un groupe qui est tâchant de prendre le pouvoir dans la 7e puissance du monde. Nos adversaires ne nous font aucun cadeau, que ce soit l'oligarchie, les puissances. Mais là, je ne fais que citer vos mots. Oui, mais permettez-moi de planter le cadre. Nous sommes dans une bagarre rude. Nos adversaires sont de mauvaise foi. Moi, par exemple, j'ai fait l'objet de la pire fake news qu'on connaît dans les dernières décennies avec Le Point, qui m'a expliqué m'a inventé une esclave. L'extrême droite est aux aguets. La lutte est féroce. Pareil, je suis très bien placée pour le savoir, puisque 2 Zemmouriens ont mis en scène ma propre mort. Donc, ce que je veux dire, c'est que la rudesse du combat est un invariant. Et nous avons fait 22% à la présidentielle, donc nos adversaires sont hostiles, sont de mauvaise foi. Donc nous devons faire le travail correctement. Et j'estime depuis la dernière année, j'ai essayé à l'intérieur de mon mouvement de porter ces débats-là dans les espaces qui restent, parce qu'il n'y en a pas tant que ça des espaces pluriels et de débat. Je considère effectivement que le bilan, depuis cette dernière année, n'est pas bon. Depuis l'affaire Quatennens, qui a été très mal gérée, parce qu'il y a eu une défense en règle d'Adrien Quatennens, y compris en organisant une espèce de communication médiatique où lui-même mettait en cause sa propre épouse. Il y a eu, à la suite de l'affaire Quatennens, un redécoupage de l'organisation, un dysfonctionnement. Il y a ensuite le mouvement des retraites, qui était un mouvement puissant. Le peuple a été à 93% contre Macron, à 70% contre la retraite à 65 ans, et au lieu de contribuer à l'unité, il y a eu des querelles. Nous avons cherché querelle au mouvement syndical. Nous avons même tenté d'empêcher que l'on vote. Nous, c'est Jean-Luc Mélenchon. Alors, et je suis obligée, et à regret, de dire aussi que les hommes ne sont pas tous parfaits et qu'ils font des erreurs. Est-ce que c'est une erreur quand il dit quand il ne veut pas dire plus exactement que le Hamas est une organisation terroriste? Je pense que c'est une erreur politique, et surtout c'est une polémique, une controverse, pas polémique, mais une controverse qui, sur le plan intellectuel et pratique, pour moi, n'a pas de sens. Parce que je peux tout à fait dire que le Hamas est une organisation terroriste islamiste, et je peux tout à fait dire qu'il faut absolument que Israël n'assassine pas toute une population de civils. Ce qui est important, c'est pas tellement de comparer l'État d'Israël et ses crimes avec le Hamas. Ce qui est important, c'est de savoir et de dire qu'une population civile, qu'un civil, qu'un enfant, qu'un vieillard palestinien vaut la même chose qu'un civil israélien. Il n'y a pas de différence entre les vies des civils de part et d'autre. J'entends ce que vous dites. Pour revenir à Jean-Luc Mélenchon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous-même quitter la France insoumise? Vous souhaitez l'explosion de la France insoumise? Est-ce qu'il y a désormais 2 courants? Le cercle proche de Jean-Luc Mélenchon et puis les constructifs ou les unionistes, je ne sais pas comment il faut les appeler, qui souhaitent un autre union à gauche? Il n'y a pas plus insoumise que moi. Là où je suis, là est l'insoumission aussi. Le mouvement appartient à tous ceux et ceux qui l'ont construit, les militants qui ont collé des affiches, qui ont distribué les tracts, les cadres qui, au fil de décennies, l'ont construit. Donc aujourd'hui, moi, je dis que ce mouvement doit se pérenniser. Le mouvement insoumis, de toute façon, n'a pas vocation. Mélenchon. Attendez, de toute façon, je pense que ce mouvement n'a pas vocation à mourir
ou être collé dans le destin de la France insoumise n'est pas que le destin d'être une campagne électorale pour Jean-Luc Mélenchon. Il faut la pérenniser. Je l'ai déjà dit, pour que notre mouvement se pérennise, il faut changer le fonctionnement. Il faut s'assurer que aussi Jean-Luc Mélenchon nous laisse faire mieux. Vous pensez qu'il vous laissera faire mieux? Je lui demande de nous laisser faire mieux. Je pense, nous avons envie de faire mieux. Nous avons bien envie de faire mieux. Je pense, alors on y arrivera pas, ça l'histoire jugera. Mais lui aussi doit avoir une forme de loyauté vis-à-vis de ce que nous avons construit tous ensemble. Et donc, par rapport à ce que nous avons envie de construire, qui est la victoire face à Emmanuel Macron, face à l'oligarchie, face aux injustices sociales et face à l'extrême droite.